Bonjour, Bonjour Stéphane. comment ça va Philippe? Bah, ça va et toi? Ça va bien, écoute. Bon, donc t'as vu les Core Web Vitals, Google J'ai suivi. commence déjà à annoncer que Je t'ai mis des petits pouces quand tu parlais du sujet Core Web ouais, Vitals. ouais. Donc en fait, moi ce que je recommande clairement aujourd'hui à mes clients, c'est ok les gars, c'est un sujet important. On commence à savoir mesurer donc les performances de manière un petit peu plus intelligente qu'autrefois. Donc on voit mieux ce qui est un réel problème et ce qui est juste un problème éventuellement un peu artificiel, notamment sur tout ce qui était time to interactive, etc. Où, effectivement, on n'a pas du tout les mêmes chiffres avec les Core Web Vitals maintenant. Euh, mais ça reste un problème, ça reste un sujet un petit peu essentiel. J'en dis encore deux mots dans ma présentation, puisque je parle un peu de Core Web Vitals à un moment donné. Ok, donc bah écoute, pour l'instant, Il y a quelqu'un qui semble avoir levé la main, je ne sais pas Ah, si d'accord, Elisabeth Gilles, oui. est-ce que... Alors, si Elisabeth Gilles a levé la main, donc elle a le droit de poser une question ou de nous alerter par le chat. Peut-être que c'était une erreur Ah, de, c'est une erreur de frappe. de Ok, d'accord. manipulation. Bien, bah écoute, moi je te propose De démarrer? de démarrer. Eh ben Donc, avec plaisir parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à raconter comme d'habitude. J'ai essayé de me calmer mais c'est compliqué donc je vais aller un peu vite. Alors je vais juste partager mon écran. Tac, tac. Est-ce que bon, ça a l'air d'arriver. tac là vous devriez voir mon écran. Ouais, Ouais, c'est tout bon? c'est tout bon. Et ben Eh je te ben laisse, je te laisse super. dérouler ta conférence hein, et rendez-vous à tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. Et ben c'est parti. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de WebPerf. J'ai beaucoup de choses à dire et donc je vais être rapide. Je suis désolé. Je peux pas m'empêcher de parler rapidement pendant ces confs. J'essaye de me forcer, hein, mais c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on va parler rapidement me présenter pour ceux qui me connaissent pas. On verra pourquoi la performance reste une priorité et Philippe l'a dit a montré le sondage. La web perf reste une priorité pour la majorité des gens. Donc on verra les impacts business, SEO, UX et puis on verra aussi comment dans ce nouveau contexte un peu Core Web Vitals, comment mesurer un peu sa web perf et se comparer. Voilà. Donc, je rappelle juste que j'ai créé Fastorize il y a quelques années maintenant, que on édite avec le Journal du Net depuis bientôt 6 ans un classement web perf tous les mois des plus grands sites de français. On traite plus d'un milliard de pages vues par mois, enfin d'ailleurs 1,5 milliard de pages vues par mois. Ça représente, si on compte une seconde par page, 46 ans d'économiser par mois pour les internautes. Donc c'est pas neutre. On est une sorte de CDN nouvelle génération. On fait ce qu'on appelle du front-end optimization, où on va optimiser le code HTML à la volée qui vient de vos serveurs. On fait aussi du conseil et de l'accompagnement WebPerf. Par exemple, on a aidé Rue du Commerce, on suit pas mal de gens comme Carrefour, Rue du Commerce, etc. On a aussi une offre anti-DDoS et WAF. Et on travaille aussi sur une offre de Edge SEO qu'on avait présenté avec Philippe il y a quelques temps déjà, mais comme le Covid est passé par là, ça nous a un peu retardé. Donc, voyons un peu pourquoi on fait de la web perf, pourquoi j'ai lancé cette activité de web perf. D'abord parce que ça nous impacte tous en tant qu'utilisateurs d'un site, hein. Il y a des tonnes d'études qui existent et il y a même un site qui existe pour ça. Donc si vous cherchez des chiffres pour montrer l'impact de la perf, de la web perf sur le business, sur l'UX, etc. Eh bien, vous allez sur wpostat.com et vous trouverez toutes sortes de sites. Et bien sûr, vous allez retrouver le fameux 100 millisecondes d'Amazon qui date quand même de 2008
et qui dit que 100 millisecondes de baisse du temps de chargement lui coûte 1% de son chiffre d'affaires. Vous allez aussi retrouver un peu toutes les études que je vais vous présenter, notamment une étude qui date de 2018, qui a été faite par DoubleClick, DoubleClick que vous connaissez, qui appartient à Google, et qui indique que 46% des consommateurs disent qu'attendre des pages qui se chargent est ce qu'ils détestent le plus quand ils surfent sur mobile. Donc c'est vraiment la vitesse est un point important en termes d'expérience utilisateur. Et moi, s'il y a un chiffre que je cite tout le temps parce que c'est facile à retenir et que ça marque les esprits, retenez ce chiffre, c'est que plus de la moitié des visiteurs vont quitter votre site, les utilisateurs mobiles vont quitter votre site après 3 secondes d'attente. Et ça, je trouve que c'est fascinant de se dire, voilà, si au bout et on l'a tous vécu, vous attendez un peu trop longtemps devant un site qui met du temps à arriver, hop, vous barrez. Et effectivement, et en plus, la majorité de ceux qui ont eu cette expérience, qui est une première expérience souvent, cette première expérience, elle est décevante, et ils reviennent plus. Donc il faut tout faire pour que le contenu arrive vite, ou alors indiquer que le contenu va arriver, parce que finalement 3 secondes, ça passe vite. Il y a même des études qui placent le critère vitesse comme premier parmi les attentes des internautes. Devant le design, devant la simplicité d'utilisation. Donc vraiment la feature, la web perf, c'est la feature numéro 1 d'un site. Et je crois que c'est le patron de Twitter, Jack Dorsey, là, qui disait ça il y a très longtemps. Et moi, je pense qu'il avait plutôt raison. C'est-à-dire que je préfère avoir un site rapide et fonctionnel plutôt qu'un joli truc lent. Il n'y a qu'à voir des sites comme Le Bon Coin qui ont prospéré un peu sur ce concept, où le site n'était pas extraordinairement bien fait, mais par contre, ça répond super vite et on peut voir toutes les annonces super rapidement. Bon, je vous apprends rien. De toute façon, je pense que vous êtes un peu comme tout le monde. Si ça traîne trop, on zappe. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé Fastorize. Alors, qui dit satisfaction utilisateur, dit forcément engagement et dit forcément business. Donc là aussi, il y a des tonnes d'études qui existent. Notamment qui sont faites par des grands acteurs. Donc vous connaissez encore une fois le 100 millisecondes d'Amazon. Il y a aussi AliExpress qui a fait une étude sur ces temps de chargement, qui a noté des augmentations sur les ventes. Donc je prends un peu d'eau. Sur les ventes et sur les taux de conversion, mais finalement, ça, c'est des acteurs, c'est des gros acteurs. Est-ce que ça s'applique à tout le monde? En fait, on peut aussi le montrer chez soi. Alors, ce qu'on a fait des dizaines de fois avec Fastorize, et notamment avec ce genre de courbe. Alors, qu'est-ce que ça représente, cette courbe? Eh bien, ça représente la corrélation entre vitesse et taux de conversion. Donc on peut mesurer la vitesse d'un site, alors peu importe la métrique qu'on utilise, je reste volontairement flou sur la notion de vitesse, pour chaque utilisateur, et puis on va ranger les utilisateurs par niveau, et donc on va avoir tant d'utilisateurs qui chargent le site en 2 secondes, et puis tant d'autres qui vont charger le site en 4 secondes, et donc ça donne cette forme de cloche, de longue traîne. Bien évidemment, il y a des gens qui chargent le site très lentement parce qu'ils sont au fin fond de la Creuse sur un téléphone en Edge. Et ce qu'on voit, donc on peut mesurer à la fois la vitesse, puis à la fois le taux de conversion. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la vitesse du site et puis le taux de conversion. Donc c'est assez frappant. On voit bien que on passe de 4 secondes à 2 secondes. À 4 secondes, on est à 0,66 et à 2 secondes, on serait plutôt vers 1,2, 1,1%. Donc c'est une augmentation de quasi 80-90%. Donc c'est assez frappant. Donc qu'est-ce qui se passe sur mes taux de conversion quand je décale tout le monde vers la gauche? Finalement, si tous mes utilisateurs là qui sont entre 4 et 6 secondes, je les ramène entre 2 et 4 secondes, on comprend que assez facilement, finalement, ça va me rapporter plus de business puisqu'ils vont
tomber dans la catégorie où ils ont un meilleur taux de conversion. Donc en fait, c'est tout à fait possible de voir combien ça rapporte si on a les données. Il suffit de faire des petits calculs sur les distributions, etc. Sauf que tout le monde n'a pas à disposition ce genre d'outil. Et donc, ce qu'a fait Google, c'est que dans son outil Test My Site, il a un petit calculateur qui lui permet d'estimer un peu le gain business qu'apporte l'amélioration de WebPerf. Alors, si on fait des petits calculs juste pour ce 100 millisecondes qu'on a vu tout à l'heure d'Amazon, par exemple, pour Rudy Commerce qui part de 2,2 secondes et on le fait tomber à 2,1 secondes, quel va être le gain attendu? Eh bien, surprise, $0. Ben oui, parce que tout le monde n'est pas Amazon. Si on prend un autre acteur donc on a rentré des nombres de vues mensuelles, des paniers moyens, des taux de conversion, etc. Si on prend un autre acteur comme Conforama qui fait plus de trafic, pareil, bon, alors il part de plus loin, il est à 4,8 secondes, on le passe à 4,7 secondes, bon, on gagne $0. Mais par contre, quand on commence à gagner juste 200 millisecondes, donc c'est pas beaucoup plus, hein, c'est 2 fois plus, mais ça reste quand même minuscule, hein, passer de 4,8 à 4,6 secondes, et bien là on voit qu'on gagne $600 000. Là, ça commence à devenir intéressant. Et on n'a fait que le travail pour gagner 200 millisecondes. Pareil pour Rue du Commerce, si on est sur un Rudy Commerce qui gagne 200 millisecondes. Là aussi, on gagne 400 000 dollars dans l'année. Si on regarde Conforama, mais qu'on le met au même niveau que Rue du Commerce en termes de nombre de visiteurs, on voit que finalement le gain qui était de 397 000 dollars pour Rue du Commerce et le gain pour Conforama, pour les mêmes données, parce qu'on parle de plus loin, sont moins importants. En fait, c'est parce qu'on se déplace dans la courbe, plutôt vers la fin de la courbe, et on voit que ça ne bougeait pas. Alors que pour Rue du Commerce, on se déplace plutôt sur la gauche de la courbe de corrélation, et donc forcément ça a un impact plus rapide. Et donc par contre, quand on gagne 1 seconde, alors là tout de suite, ça c'est vraiment vraiment intéressant, parce que là quasiment 2 millions de dollars de gains à l'année, là c'est vraiment super intéressant. Et alors pour un Rue du Commerce qui gagnerait 1 seconde et qui passerait de 2,2 à 1,2 secondes, et ben là c'est 4,5 millions de dollars qui sont générés en plus chaque année. Donc vraiment, même quand on est un site rapide, accélérer son site, ça a du sens, parce que ça fait gagner énormément d'argent. Et voilà. Donc, on n'a pas toujours ces outils sous la main, quoique vous cherchez Test My Site, vous testez votre site et puis vous allez voir, vous allez réussir à trouver l'impact calculator. Mais vous, en fait, vous avez déjà aussi des infos qui vous sont données dans Google Analytics. Si vous avez besoin de prouver à votre management ou à ceux qui prennent les décisions d'investissement, si vous avez besoin de prouver que la web perf est un élément important, vous pouvez déjà utiliser un peu Google Analytics. Donc on peut par exemple comparer les moyennes de temps de chargement. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est des métriques qui sont sorties par Google Analytics. Je ne conseille pas ça comme outil de suivi de la performance. Mais par contre, ça peut donner des idées, et notamment là, on peut faire deux segments. Les segments des gens qui ont fait une transaction, et puis le segment des gens qui n'ont pas fait de transaction, et puis comparer en termes de vitesse. Donc vous allez dans Behavior Site Speed Overview, et puis vous allez voir vos deux segments et montrer que ceux qui convertissent, eh bien c'est ceux qui en moyenne chargent le site plus rapidement. Donc vraiment c'est déjà un premier outil tout simple d'accès. Ça prend 5 minutes à faire pour montrer que la web perf peut avoir un impact sur votre site. Ça ne vaut pas que pour les sites de e-commerce, hein, ces impacts business, puisque la web perf, ça vaut pour tous les sites, qu'ils soient de presse, institutionnels, de marque, de com, parce qu'en fait l'impact business il peut être indirect.
avec la pub, avec les abonnements, avec les inscriptions. Et donc, par exemple, dans le business de la presse, un site qui est plus rapide, ça donne plus de pubs. Ça a été prouvé. Les gens sont plus enclins à cliquer sur de la pub quand elle est non intrusive, qu'elle ne gêne pas, qu'elle ne retarde pas l'affichage de la page et qu'en plus elle ne décale pas tout sur la page. Et ils sont plus enclins aussi à s'abonner. Tout bénef quand on travaille sur la webperf. Alors forcément, il y a un peu de sujet SEO dans cette histoire de webperf. Donc il y a pas mal de choses qui ont été dites Philippe en a parlé tout à l'heure sur les Core Web Vitals. Donc juste, moi j'aimerais faire remonter un peu dans le temps pour montrer un peu que c'est un sujet qui est ancien et puis comment aujourd'hui Google le traite. Donc il y a, alors je vais pas refaire tout le film, mais c'est quand même une histoire d'amour qui dure depuis un moment, hein. Moi je date ça au moment du lancement de Chrome en 2008, où le message principal c'était la vitesse, hein. C'est la rapidité sur Internet, le fait que c'est le seul navigateur d'ailleurs qui a fait cette pub là uniquement sur la vitesse. En 2009, Google a pris une initiative qui était nommée, je crois, Let's Make the Web Faster, pour rendre bien évidemment le web plus rapide par tous les moyens possibles. Et depuis, c'est devenu un mantra. Alors en 2010, ça s'est concrétisé par une petite bombe dans le milieu du SEO, puisque Matt Cutts annonce que la vitesse des sites devient un signal de ranking. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on sait pas, voilà, mais ça devient un signal de ranking. Donc là, à partir de là, tout le monde s'est intéressé vraiment à la webperf. Ça marque vraiment le départ de la prise en compte de la webperf dans le référencement naturel. Ensuite, on a attendu un peu, mais en 2015, alors là, ça a été une année de feu, puisqu'on a eu plein d'expérimentations qui ont fait trembler tout le monde. On a eu notamment des expérimentations avec des petits labels, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, le Red Slow Label ou bien le Slow to Load. Donc c'était l'inverse des expérimentations avec AMP où on met des petits flashs pour dire que ça va vite. Et justement, Google a lancé l'initiative AMP en 2015 et peut-être qu'on pourra en reparler dans les questions. Mais force est de constater que, en tout cas dans les sites de e-commerce, c'est pas le succès escompté. En 2016, Google annonce l'index Mobile First, et puis en 2017, rebelote, mais cette fois-ci un Google Speed Update qui encore une fois annonce la prise en compte de la vitesse dans les signaux de ranking, mais toujours sans rien préciser de qu'est-ce qu'on prend en compte comme signal comme métrique. Et puis là, attention, révolution, en 2020 et en 2021, grosse communication sur la Google Page Experience et les Core Web Vitals et donc la webperf. On identifie clairement quelles sont les métriques qui vont compter en termes de webperf et qui vont compter pour le référencement naturel. Alors pourquoi Google veut des sites rapides? Alors principalement pour moi pour 3 raisons, c'est des raisons non officielles. La première, c'est qu'il veut optimiser le temps de crawl de Googlebot, que ce soit pour les deux parties du crawl, la classique où il récupère que le HTML et puis aussi la plus récente où il fait le rendu de la page. Donc avoir des serveurs rapides, ça suffit pas. Il faut vraiment prendre en compte tous les éléments de la page, y compris les éléments de rendu, le JavaScript, etc. La deuxième raison, c'est un peu plus indirect, mais si les utilisateurs se sauvent quand le site est lent, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, en tout cas, ça a un impact. On sait que ça a un impact UX et sur le taux de rebond, la vitesse. Avoir des sites rapides, finalement, ça permet d'éliminer le critère vitesse dans le taux de rebond et d'avoir un taux de rebond qui est plus pur, qui est plus naturel et qui correspond plus au contenu. Et donc d'avoir des résultats plus pertinents, que ce soit SEO ou SED. Et puis la troisième raison, c'est celle que vous partagez avec lui, c'est la satisfaction utilisateur. Dans votre cas, ça joue principalement sur le taux de conversion, sur les métriques UX, mais dans le cas de Google, ça servira aussi à afficher plus de publicité.
parce que les gens restent plus longtemps sur un site s'il est rapide et donc voient forcément plus de publicité. Donc on pourrait imaginer que juste ils veulent un monde plus rapide, hein. Donc je pense que Google ne fait pas les choses de façon philanthropique, hein. Il cherche à gagner de l'argent tout simplement. Donc le dernier avatar de la vitesse chez Google, c'est les Core Web Vitals et les Google Page Experience. Donc là, c'est un nouveau set de métriques, nouveau entre guillemets, pris en compte dans la mise à jour de Page Experience. Donc il y a d'autres critères, hein, dans cette mise à jour d'algorithme. Et en fait, ces métriques, elles existaient déjà avant. Elles ont juste été mises sur le devant de la scène l'année dernière avec cette annonce. Alors il y a eu beaucoup de bruit autour de cette update. Moi, j'aimerais un peu tempérer cette agitation. D'abord, les Core Web Vitals, ça représente une partie des signaux utilisés pour rendre compte de la Page Experience. Et puis elle-même, vous le savez, cette Page Experience, ça fait partie des dizaines ou des centaines de signaux qui servent pour le ranking. Donc en plus, ça sera pris en compte dans le courant de 2021, donc de cette année, et ça sera progressif. Donc l'année dernière, on se disait, est-ce que ça sera il y aura un impact important comme l'ont pu l'être les mises à jour majeures comme Panda ou BERT, ou est-ce que ça sera impactant comme a pu l'être le HTTPS? Bon, on est en train de se diriger, hein, assez lentement vers, mais de façon vraiment visible, là, vers quasiment pas d'impact, donc plutôt mise à jour de type HTTPS. Comment je peux dire ça? En fait, il y a eu pas mal de mises à jour depuis l'année dernière. Donc il y a eu la création de FAQ, il y a eu des interviews comme a montré Philippe, et donc tout ça pour bien un peu circonscrire l'impact qu'a eu cette bombe nucléaire des Core Web Vitals, et de rappeler que ce qui est important dans les critères de ranking, c'est quand même le contenu. C'est vraiment le contenu et l'intention de l'utilisateur qui sont les signaux les plus forts de ranking. Sous-entendu, c'est moi qui le rajoute, mais on peut le lire entre les lignes, que les Core Web Vitals seront des signaux assez faibles. Alors, comme toujours, il tempère un peu cette affirmation en disant « oui, mais peut-être dans le futur, etc. » Tout ça, c'est pour vous faire travailler votre WebPerf dans la durée. Donc, concrètement, ça veut dire que pour que ça ait un impact sur une requête, il faut que tous les autres indicateurs soient identiques sur le site, et que entre deux requêtes concurrentes, et que vous alliez plus vite sur votre site. Et donc si tous les indicateurs ne sont pas identiques, là c'est pas un petit gain qu'il faudra faire, c'est un gain énorme en termes de performance pour potentiellement voir un impact. Donc on est loin de voir cet impact dans l'ensemble des requêtes. Alors, en fait, ce qui reste d'être plus impactant, c'est qu'en même temps que les Core Web Vitals, Google a aussi annoncé qu'il mettrait en place peut-être un nouvel indicateur sur les pages de résultats. Alors, cette fois-ci, pas en disant cette page-là, elle va être lente, mais en disant cette page-là, elle est potentiellement rapide. Un peu comme le flash, l'icône de flash des pages qui sont en AMP. Donc ça, potentiellement, ça pourra peut-être avoir un impact. Donc, pour conclure sur ce sujet SEO WebPerf, il y a pas mal de changements qui sont apparus dans les outils Google suite au lancement des Core Web Vitals, et vous l'avez vu un peu apparaître maintenant dans tous vos outils. Finalement, le changement le plus important, moi, à mes yeux, c'est que Google communique enfin clairement sur la base d'analyse pour ces critères WebPerf. Jusque-là, on hésitait, on conjecturait, etc. Il n'y avait rien de bien tangible. Maintenant, on pouvait croire que ça venait de Chrome ou de Google Analytics ou PageSpeed ou que sais-je encore. Là, au moins, c'est clair. Les données, elles viennent du Chrome UX Report. Ce sont des données RUM, Real User Monitoring, donc qui sont prises en compte. Et en fait, ça illustre un point important à mon sens. C'est que en fait, Google cherche de plus en plus à se mettre à la place de l'utilisateur et à comprendre comment il interagit avec le site. Donc oui, Google veut un site rapide, mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois pour le SEO et à la fois pour l'expérience utilisateur. Et finalement,
bah, il fait que rejoindre les attentes des internautes, ce qu'on a vu tout à l'heure, ces internautes qui, je vous le rappelle, placent le critère vitesse comme étant le premier devant tous les autres pour juger de la qualité d'un site web. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler d'un peu de mesures. C'est bon, j'ai encore un peu 10 minutes ou 5 minutes. Alors, on va essayer d'aller encore plus vite. Comment on mesure ça? Des métriques, il y en a des tonnes, donc je ne vais pas vous toutes les présenter. Il y en a vraiment des tonnes, il y en a plus d'une dizaine, il y en a une quinzaine. Il y a des choses qui sont purement techniques, comme le TTFB qui peut avoir un impact sur le référencement naturel. Il y a des choses qui concernent plus l'expérience utilisateur, l'expérience utilisateur en termes d'affichage, comme le Start Render ou le Spin Index. Mais un site qui s'affiche rapidement, c'est sympa, mais il faut aussi pouvoir interagir rapidement avec ce site. Et donc, il y a aussi des métriques UX qui concernent l'interactivité, comme le First Input Delay ou le TTI. Et dans ces métriques, eh bien, on retrouve ces Core Web Vitals, donc qui sont le LCP, le FID et le CLS. Alors, encore une fois, ces métriques, elles existent, elles ont été introduites il y a un moment déjà, c'est pas en 2021 qu'on les découvre. Sans rentrer dans le détail, c'est bien de savoir à quoi ça correspond, parce que maintenant, c'est Google, enfin, c'est ce que va utiliser Google dans tous ses outils. Donc, le LCP va mesurer à quel moment apparaît le contenu le plus important, le plus gros, alors le plus gros égale le plus important sur la page, donc c'est vraiment une métrique du X, d'affichage, et puis on a le FID, le First Input Delay, qui va mesurer à quel moment le navigateur répond quand j'ai cliqué. Est-ce que si j'attends 300 millisecondes ou pire une seconde avant que le navigateur me réponde, c'est pas très sympa comme expérience, et donc on veut avoir quelque chose qui répond très rapidement. Et puis là, métrique super nouvelle, le Cumulative Layout Shift, qui va essayer de mesurer comment la page, comment la stabilité visuelle de la page et comment les éléments bougent dans la page. Parce que vous avez déjà eu cette expérience vous êtes en train de lire un article et puis un bandeau de pub qui apparaît au beau milieu, vous vouliez cliquer sur quelque chose et puis pouf, ça s'est tout décalé et vous cliquez sur autre chose, pas terrible comme expérience. Le CLS mesure cette stabilité visuelle de la page, donc c'est un peu nouveau pour les éditeurs de sites web de prendre en compte ce critère. Alors comment ça se mesure? Le plus simple, c'est d'utiliser PageSpeed Insights. C'est pas vraiment l'outil que les professionnels de la WebPerf utilisent, mais en tout cas, pour ceux qui veulent se démarrer dans la WebPerf, vous avez certainement eu un contact avec cet outil, PageSpeed Insights. Donc vous avez trois parties dans PageSpeed Insights. Quand vous lancez le test, vous avez une partie de score, une partie de mesure et une partie de recommandation. Et ça pour mobile et pour desktop. Si on fait un zoom sur la partie mesure, en fait, vous avez une partie, ce qu'on appelle field, et une partie qu'on appelle lab. Et en fait, cette partie field, c'est un autre nom pour ce qu'on appelle synthetic monitoring. Et la partie lab, c'est l'autre nom. La partie field, c'est pour le real user monitoring. Et la partie lab, c'est pour le synthetic monitoring. Donc, dans le monde de la WebPerf, on utilise plutôt ces termes-là. Alors, pour expliquer rapidement la différence, le synthetic monitoring, c'est des petites sondes qui font des tests à intervalles réguliers dans des contextes constants, contrôlés, parfaits pour le suivi de la perf dans le temps. Mais malheureusement, les robots n'interagissent pas avec la page, donc difficile de mesurer de l'interactivité. Et donc, on fait du real user monitoring, qui permet de voir de façon agrégée ou détaillée la perf vue par les vrais utilisateurs. Donc là, on va injecter un beacon dans chaque page, et ce beacon va remonter la mesure de la perf pour chaque utilisateur, et ça donne ce genre de courbe qu'on a croisé tout à l'heure, qui donne une distribution de la vitesse du site sur l'ensemble des utilisateurs. Donc dans cette distribution, on ne peut pas trop parler de moyenne parce que c'est pas une distribution gaussienne, elle n'a pas beaucoup de sens. Donc on parle plutôt de percentile. On parle de 50e percentile, c'est la médiane, donc 90 ou 95e percentile. Donc par exemple, le 95e percentile, c'est la valeur pour laquelle 95% des utilisateurs ont une valeur inférieure. Donc c'est ce que vous présente un peu finalement Google dans PageSpeed Insight. Donc c'est des données qui sont des données RUM, Real User Monitoring, qui sont issues de ce qu'on appelle le Chrome UX Report, donc qui va collecter des données pour une
partie des utilisateurs Chrome. Donc, c'est pas la totalité de votre population. Si vous travaillez dans le luxe et que 80% de votre audience, c'est des iPhones, ces données-là ne seront pas représentatives. Donc, c'est du ROM, mais c'est du ROM qui est tronqué. Donc, ce que fait Google, c'est qu'il vous dit, bah voilà, vous avez 40, enfin, il vous donne la répartition des gens qui ont, selon lui, une bonne métrique, une moyenne métrique, ou enfin, qui demande un peu d'amélioration, ou bien une métrique vraiment mauvaise. Et donc, ça permet de vous placer, de vous dire, bah voilà, si j'ai que 30% de mes gens qui ont une bonne expérience en termes de CLS, eh ben, clairement, j'ai un effort à faire de ce côté-là. Et si on reprend notre distribution, et ben en fait, ce que fait Google, c'est qu'il va mapper cette distribution il va mapper ces petites bornes là, et il va la mapper sur la distribution. Donc par exemple, pour le LCP, on avait ce 49, 20, 32 qui était juste avant, on le retrouve de cette façon. Il vous présente aussi un autre chiffre, et ça c'est le 75e percentile. Donc le 75e percentile sur une distribution de ce type-là, ça tombe à peu près ici. Donc c'est moyennement sévère comme percentile. Avant, il présentait le 90e percentile, donc là, c'était réellement sévère. Donc là, vous savez quand même que vous avez quand même un peu de marge parce qu'il y a quand même 75% des gens qui ont une valeur inférieure. Donc on peut le voir avec PageSpeed Insight. Donc vous avez déjà des outils à disposition pour avoir une idée de votre perf. Mais restez sur les données Crux. Le score Lighthouse, le score PageSpeed Insight, a pas vraiment de valeur. Ça sera une autre histoire. Peut-être que ce sera une autre intervention dans un autre matin népérien où je parlerai spécifiquement de PageSpeed Insight. Mais concentrez-vous plutôt sur les données Crux. Et si vous voulez aller un poil plus loin dans l'évolution, vous pouvez utiliser Google Data Studio pour suivre l'évolution de vos perfs, mais aussi celle de vos concurrents. Et donc ça se base toujours sur le Chrome UX Report. Donc encore une fois, c'est Google qui collecte les données de perf de certains utilisateurs Chrome, etc. Donc pas toujours représentatif, mais au moins c'est des données de performance qui sont à votre disposition gratuitement. Et donc la façon la plus simple de consulter ces données, c'est de créer ce qu'on appelle un Chrome UX dashboard pour un site donné. Donc là, je vous ai mis l'adresse. Il suffit d'aller sur g.co/Chrome UX dash. Moi, j'y connais rien en Chrome, en Data Studio, mais par contre, je sais faire Next et je sais rentrer 2-3 paramètres. Donc, je rentre le site que je veux regarder, et puis ça va vous donner un rapport de 12 pages avec toutes les métriques, les Core Web Vitals, et aussi d'autres métriques de WebPerf qui peuvent être intéressantes, notamment le TTFB, le TTI, etc. Et donc, c'est très sympa à avoir, et c'est très sympa de pouvoir présenter ce report régulièrement. Alors, bien sûr, ça remplace pas un outil spécialisé dans la mesure de la WebPerf. Hein, et donc, si vous voulez encore plus loin, il y a plein de choix. Il y a des petits Français d'Airbus, Quanta, etc. Il y a des gros Américains, New Relic, Dynatrace, AppDynamics. Il y a plein de choix pour faire le suivi de ça. Aller sur ce type d'outils. J'ai fini, donc à retenir, bien évidemment ça a toujours des impacts, la WebPerf ça a des impacts UX, donc il faut continuer de traiter le sujet, même si les Core Web Vitals ne vont pas avoir l'impact, le Google Page Experience ne va pas avoir un impact de fou, ça a des impacts sur votre business, sur le UX et peut-être sur le SEO, donc il faut traiter la WebPerf. Les Core Web Vitals, on verra un peu l'impact bientôt, ça se rapproche, et puis si vous voulez suivre votre WebPerf, un peu de Google Data Studio, de Chrome UX Dashboard, et vous pourrez avoir déjà un premier suivi. Ça donne des trucs sympathiques par exemple sur les 10 derniers mois, vous pourrez suivre l'évolution de vos métriques. Voilà, j'ai terminé. Ok, merci Stéphane. Écoute, c'était très clair comme d'habitude. Alors, on a une question de Patrick qui veut comprendre un peu mieux le Largest Contentful Paint et qui nous demande en fait à quoi ça correspond. Est-ce que c'est le contenu le plus gros, le plus important? Alors, j'ai volontairement noyé le poisson. C'est le contenu qui prend le plus de place sur la page. Donc, le plus de place sur la page, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut dire que
Pourquoi on a choisi ça? Parce on s'est dit, bah, c'est le contenu qui a le plus d'importance sur la page. Donc on peut imaginer que, par exemple, le plus, une image produit sur une fiche produit, c'est ça qui compte quand on charge la fiche produit. Mais il se trouve que bah, des fois, c'est pas ça qui va déclarer comme étant le contenu qui prend le plus de place sur la page. Le cas le plus typique, c'est les pop-ins de consentement qui Mhm. arrivent super tard et qui prennent toute la place sur la page et qui sont, bah oui, c'est ce contenu-là qui est déclaré comme étant le LCP. Et comme il arrive super tard, vous avez un LCP très mauvais. Donc très souvent, on voit la mise en place de la RGPD, la mise en place propre de la RGPD, on voit l'impact sur le LCP. Donc ça demande peut-être de revoir un peu c'est la façon dont on affiche ces bandeaux. Peut-être qu'il faut les afficher beaucoup plus tôt. Si on est sûr qu'on va, nous notre conseil c'est que si on est sûr qu'on va afficher par exemple ces bandeaux, enfin ou ces pop-ins de RGPD sur mobile, parce qu'on a testé un cookie bien avant que de lancer toute la CMP, et ben affichons-le tout de suite. Si on sait qu'on va masquer le contenu, bah, masquons-le tout de suite et comme ça on aura un LCP qui est pas mauvais. Donc c'est un truc un peu qui est un peu approximatif, mais qui est plus facile à calculer que ce qu'on utilisait jusqu'à présent, qui est le speed index. Et en fait, ça a été montré qu'il y a une assez forte corrélation entre LCP et speed index. Mhm. Et donc, c'est pour ça que le LCP est facile à calculer dans le navigateur. Le speed index l'est beaucoup moins. Donc, ils ont choisi ce LCP. Mais bien sûr, comme dans toutes les métriques, il y a moyen de le truander. Il y a des corner cases. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment le contenu celui qui prend le plus de place à l'écran. Et alors, j'ai une dernière question pour toi. Donc là, je demande ton avis de praticien au quotidien. Il y a quelques temps, si tu veux, mais les retours de mes clients, c'était de constater que c'était dur pour eux d'estimer, d'évaluer correctement leurs problèmes de performance. Donc généralement, ils butaient déjà là-dessus. Et après, évidemment, il y avait le problème de comment est-ce qu'on fait pour améliorer les performances. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus capables de mesurer correctement leurs problèmes de performance parce que les outils se sont démocratisés et ils sont de plus en plus faciles à comprendre et à lire. Et les gens ont appris aussi à analyser leurs données. Maintenant, comment est-ce que tu expliques que la plupart des acteurs ont autant de difficultés à trouver en fait l'élément qui va faire qu'ils vont vraiment améliorer leur performance et pas uniquement à la marge? Bah, tu sais, moi je travaille dans ce domaine depuis 10 ans et 10 ans encore avant, je faisais que ça chez Rudy Commerce. Mm, Donc si on en a fait un business, c'est que globalement le sujet est pas simple, quoi. mm, Donc la réponse c'est vous n'allez pas améliorer votre web perf en 2 secondes. Il n'y a pas de quick win qui vont vous faire gagner 80% des gains attendus. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus entre guillemets. Ça existait il y a 10 ans parce que le sujet était neuf. Mais aujourd'hui, il y a un catalogue incroyable de plein de techniques pour améliorer sa web perf. Et en fait, ça se travaille sur la durée. C'est-à-dire que ouais. c'est des chantiers qui durent entre 12 et 18 mois, facilement, facilement. C'est-à-dire que, alors après, ça dépend du rythme de release que peuvent avoir les sites, mais c'est des choses qui peuvent être assez profondes à faire, et donc ça nécessite du travail dans la durée. Ok, bah écoute, merci. Ce que je tire comme conclusion de ta réponse, c'est que bah, c'est des sujets qui demandent de l'expérience, de l'expertise, et qu'il ne faut pas hésiter de faire appel à des vrais Du spécialistes temps, de la ouais, question du temps pour... et juste, alors juste petit message, juste lire les recommandations de Lighthouse, ça a aucun sens, hein, parce qu'en plus elles sont complètement ouais, délirantes. Donc c'est vrai. des fois ils te conseillent je sais pas, de changer de format d'image et que ça te fera gagner 25 secondes sur une Ouais, page qui se charge en 5 secondes, tu vois. Donc il y a un truc un peu étrange, quoi. Donc ouais, mais oui, c'est faites, vrai faites sur... appel à des spécialistes de la web perf. Euh, voilà, Ce que il tu y en dis a là, c'est un. important parce que beaucoup d'outils donc, que les gens utilisent fournissent ce genre de recommandations. Alors c'est vrai pour PageSpeed Insights, c'est vrai pour Lighthouse, et c'est souvent pas des choses qui vont véritablement avoir un impact important. Non, Donc c'est des choses. En fait, ces outils travaillent de façon générique.
Donc C'est ils ça. vont sortir des recommandations génériques, ça vaut pas l'œil d'un humain qui va dire ton slider, il faut pas le charger comme ça, ou Mm. n'utilise pas de slider. Ça, c'est pas Non, une, c'est un bon point d'attention. Donc, ne faites pas, ne respectez pas de manière servile les recommandations de ces outils. Sachez prendre du recul et savoir les interpréter. Bah, écoute, merci exactement. Stéphane.